C'est l'heure du podcast. C'est l'heure du podcast d'un mec qui parle trop. Il faut qu'il arrête de chanter parce que c'est une insulte à toutes les chansons qui ont... Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de la série à chaud. Le film d'aujourd'hui s'appelle Star Wars 6. Et oui, on continue le récapitulatif. La rétrospective, excusez-moi. Il est réalisé par Richard Marquand, scénarisé par Lawrence Kasdan et George Lucas, et il est sorti le 19 octobre 1983. Je l'ai vu à la télévision à l'époque, en version française. On continue donc la rétrospective. Je rappelle les règles de base de cette rétrospective sur la saga Star Wars. Je ne suis pas fan, je n'ai vu que les films, alors qu'il y a énormément de livres, de BD et de choses dans l'univers étendu que je n'ai absolument ni vu ni lu. Et j'ai à peine vu le dessin animé Clone Wars à l'époque de Genndy Tartakovsky qui faisait la liaison entre l'épisode 2 et l'épisode 3. Autant dire que j'ai pas vu grand chose puisque Clone Wars est devenu ensuite un dessin animé extrêmement vaste qui a traité beaucoup de personnages que les fans aiment énormément. Donc j'insiste, mon prisme de réflexion est essentiellement lié au film et un petit peu à ce dessin animé. J'en parlerai au moment venu quand je ferai la critique notamment de La Revanche des Sith, c'est-à-dire l'épisode 3. Donc on continue notre rétrospective et on est déjà et oui, au 3e épisode de la première trilogie, ce que les fans appellent la nostalgie. George Lucas est toujours débordé par la production, comme au moment de Star Wars 2. Il décide donc de se faire accompagner au scénario par Lawrence Kasdan, qui avait déjà travaillé sur l'Empire contre-attaque, et il prend comme réalisateur Richard Marquand, parce qu'il n'aura pas le temps de se consacrer à temps plein à la réalisation. Alors, pour le coup, Richard Marquand, j'ai pas vu d'autres films de lui, donc je peux pas trop en parler. Je sais pas s'il est bon, n'hésitez pas à me le dire s'il y a des très bons films à voir de lui, franchement j'en sais rien, il a fait des choses très variées. Parce que en fait quand on regarde Star Wars 6, quand même, excusez-moi, j'ai un rhume et je suis malade, donc ça va être un petit peu gênant j'imagine pour l'écoute, excusez-moi d'avance. Ça ressemble quand même beaucoup à du George Lucas, quoi. Je veux pas être critique dès le début, de saper ma critique en entier et ma conclusion, mais je dois admettre que quand même ça ressemble beaucoup à du George Lucas. De toute façon, pour la petite information, Lucas était très présent au tournage pour éviter les dépassements de budget, parce qu'il y avait eu un dépassement de budget sur l'Empire contre-attaque, il avait obligé à renégocier un prêt notamment au niveau de Universal, Fox, de la 20th Century Fox, et ça ne lui avait pas plu du tout. Donc là, il était un petit peu présent sur le tournage, très présent même pour éviter les dépassements de budget, ce qui me fait beaucoup penser à un producteur-réalisateur, et en général, quand il y a un producteur-réalisateur sur un film, le réalisateur, il est... voilà, il n'existe plus beaucoup, parce que c'est... Vous voyez, il y a une différence entre dire « je veux ça, c'est moi le réalisateur », et dire « je veux ça, et en plus, c'est moi qui tiens les cordons de la bourse ». Donc, voilà. Si je veux que c'est lieu ou que c'est pas lieu, ben je mets de l'argent, je mets pas de l'argent. C'est moi le producteur, ok? Donc vous me faites pas chier. Hashtag domination totale, excès, hashtag Harvey Weinstein. Vous avez compris le délire. Donc pendant longtemps, pour la petite parenthèse sur notre copain, agresseur sexuel, Harvey, on l'appelait Scissorhands, c'est-à-dire qu'il reprenait les films et il coupait dedans, il faisait un peu ce qu'il voulait. Donc voilà, ça vous donne une échelle d'idée de la toute-puissance du producteur aux États-Unis. J'en reparlerai d'ailleurs prochainement dans ma vidéo avec images sur fucking Kassovitz. Chaque chose en son temps. Je suis en train de bosser dessus, je bosse dessus, je vous jure. Ça n'arrivera pas tout de suite, mais quand ça va arriver, ça va être violent. Vous verrez. Dans le bon sens du terme, hein. Pas de violence physique, de la violence positive, vous voyez, celle qui fait monter vers le haut, Startup Nation, hein. Bref, on va pas commencer à parler de politique, je vais m'énerver. Donc, tout ça pour dire, Lucas était très présent, et je considère au résultat qu'on est devant un film de George Lucas. Je troll un peu, parce que Richard Marquand a insisté notamment pour réintroduire les personnages. On est en 83, et à l'époque, c'est pas la grande, la grande tradition des trilogies. On commence vraiment, Star Wars a vraiment quasi inauguré ça. Il y aura quelques films ensuite qui vont embrayer avec Le Parrain et d'autres, mais on va ensuite avoir vraiment la notion de série de films, va être embrayée avec les Rocky, Rambo et autres films de ce genre, qui vont vraiment donner la sensation qu'il y a plusieurs histoires à faire et pas seulement sur un seul film, alors que juste là, c'était franchement beaucoup plus répandu d'avoir un film, c'était un one-shot, point barre. Donc il y a encore cette culture-là au début des années 80, et Richard Marquand a l'intelligence de dire il faut qu'on réintroduise nos personnages, c'est important, et les enjeux, qu'on démarre pas comme si que tout le monde avait vu le premier et le deuxième, sinon on va se mettre du public à dos, et je pense qu'au début des années 80, c'était intelligent. Alors après... Franchement, je trouve pas que ça fonctionne très bien la réintroduction des personnages dans le film, mais comme je suis un grand défenseur du principe un film égale une histoire complète et on n'est pas censé en avoir 20 avant, après ou pendant, hashtag Marvel Movie, hein, Marvel Cinematic Universe, et je trouve que c'était une bonne chose, honnêtement, il a bien fait. Après,
Dans le principe, c'était bien vu, dans les faits, je m'expliquerai plus tard, mais je suis pas forcément fan de ce qu'il a fait. Mais avant d'attaquer la suite, on va schtroumpfer comme d'habitude. On schtroumpf d'abord. Léa et Luke ont enfin retrouvé la trace de Han. Il est tenu prisonnier par le cruel criminel Jabba the Hutt, une énorme limace aux mœurs aussi visqueuses que répugnantes. Après une opération de sauvetage réussie mais mouvementée, nos amis doivent désormais s'attaquer à leur plus grand défi. Détruire la nouvelle étoile de la mort, sous peine de voir l'Empire dominer la galaxie définitivement. Mais pour réussir cette mission suicide, Luke sait qu'il va devoir affronter l'Empereur et surtout son père, second de l'Empire, le terrible et féroce Darth Vader. Alors, pour ce film-là, j'avais commencé un petit peu comme ça pour les 2 précédentes reviews, je vais faire la même chose, je vous l'avais expliqué, hein. Il y a eu plusieurs remontages et plusieurs ajouts d'effets spéciaux, notamment très marquants dans la sortie VHS complète de 97, puis la sortie du coffret DVD en 2004. Lucas faisant un travail de remontage quasi complet, entre guillemets, des films, pas forcément en termes de montage, d'enlever des plans ou autres, mais il a retouché complètement la photographie de chacun des films, il a ajouté des scènes, enlevé des musiques, rajouté des éléments, je vous rappelais dans l'Empire contre-attaque, le fait d'avoir introduit l'empereur avec la dégaine, le style visuel et le personnage qu'il était dans le 3e, dans le 2e, alors qu'au départ, comme on ne connaissait pas le look qu'aurait l'empereur, il était en plein développement, et ben ça donnait une sorte de contresens assez absurde. On voyait Darth Vader parler à un empereur qui ne ressemblait pas du tout à l'empereur du 3e. Donc voilà, donc des changements comme ça qui étaient fondamentaux, d'autres changements peut-être plus discutables, mais qui ont grosso modo émaillé l'histoire de cette franchise, qui transforme cette franchise de Star Wars, cette saga, en une saga assez passionnante à interroger et à comprendre, notamment sur le principe que George Lucas en est l'auteur et qu'il a toujours voulu affiner, notamment pendant quasiment 20 ans, les 3 premiers films de la série. Donc tout ça pour dire, les ajouts donc qui ont été faits pour Star Wars, le retour du Jedi, sont assez conséquents. Je crois que c'est celui où il a rajouté et changé le plus d'éléments. On a notamment une scène de musique qui était au départ dans le palais de Jabba the Hutt. Il a changé la musique, il a changé la chorégraphie, il a fait rajouter des personnages et des chansons. On est passé un peu d'un style de musique jazz rock du début des années 80, fin des années 70, à un style de jazz actuel blues, voilà, avec des paroles, et des chanteurs, et des personnages numériques et tout en plus. Honnêtement, je comprends pas trop le pourquoi du comment. Peut-être que Lucas pensait actualiser tout simplement, hein, parce que le style de Zik n'était pas le même, introduire mieux les personnages en 3D qui allaient être beaucoup plus présents dès le film suivant, c'est-à-dire la menace fantôme, hein, dans le temps. Peut-être qu'il voulait encore améliorer l'univers et les créatures de l'univers. Je peux le comprendre, je l'entends, je dis pas que ce soit forcément mal fait. Personnellement, je trouve ces changements relativement inutiles. Ça devient presque trop enfantin dès le début du film, alors que de la première version, ça démarrait comme ça, mais il y avait quelque chose d'un peu plus, j'ai envie de dire, sec. Le temple de Jabba the Hutt était assez menaçant, assez glauque. Tous enfermés là dans cette grotte avec des esclaves un peu partout, enfin voilà, il y avait comme ça un côté assez moche, que là le film essaie mine de rien de compenser avec des personnages un peu plus comiques pour chanter, je sais pas, un peu plus enfantin, c'est le style un peu de Star Wars 6, mais je reviendrai là-dessus, hein. Donc je comprends l'idée, mais honnêtement, je trouve pas que ça fonctionne, je trouve même que ça rend le film déjà gamin dès le départ, j'ai lâché le mot, je reviendrai là-dessus dans ma critique globale de Star Wars, de cette première trilogie et de ce Star Wars 6. On a aussi une transformation dans la même séquence où Luke et ses amis sont amenés pour être exécutés par Jabba the Hutt à une créature qui s'appelle le Sarlacc, qui dans la version originale était un trou, et qui là dans la version refaite, retouchée en 97 et 2004, devient un monstre avec un bec et tout ça, avec des tentacules un peu plus animés, alors que dans la version originale c'est juste un trou qui faisait du bruit et qui avait par moments une sorte des tentacules qui t'attrapaient. Honnêtement, je trouve ça assez goofy, assez maladroit. C'est encore un aspect enfantin. Sans compter que ça en rajoute sur la séquence qui a déjà une mise en scène pas très inspirée. On a souvent des plans des plans rustines, on voit les personnages glisser ou rouler de manière un peu forcée. C'est assez visible. Ça fonctionne pas très bien. Je comprends qu'à l'époque, c'est pu fonctionner, c'est pu mettre une sorte de menace en place. Là, maintenant, ça manque vraiment d'ampleur, avec les enjeux de mise en scène qui sont arrivés en 30 ans. Et en plus, on a ce personnage en 3D qui vient, je trouve, ajouter encore... parce que c'est pas un design très intéressant, c'est pas vraiment effrayant, ils ont mis un bec.
Est-ce qu'ils auraient mieux fait d'aller vers un design plus proche, par exemple, s'ils avaient voulu quelque chose d'effrayant, de terrible, à la créature, notamment dans le Seigneur des Anneaux, le premier, où ils sont confrontés à cette créature devant les mines de la Moria, avec des tentacules, avec cette bouche ventouse là qui est assez impressionnante. Et vous voyez ce que je veux dire? Je pense qu'ils auraient pu aller vers quelque chose d'un peu plus terrifiant. Là, pour le coup, c'est encore une fois assez enfantin, c'est pas très intéressant comme changement. Bref, pour l'instant, je suis assez négatif sur les changements dans ce film-là. Après, pour tout ce qui est photographie, ainsi de suite, je trouve que c'est plutôt classe. Ils ont fait des changements, notamment aussi sur les sabres laser dans le combat entre Anakin et... pardon, Anakin, excusez-moi. Entre Dark Vador, non pas plus Anakin à ce moment-là, Dark Vador et Luke. Et c'est pas mal, je trouve l'idée intéressante, notamment ça rend l'action plus lisible, un peu plus classe, un peu plus moderne, donc pourquoi pas, là pour le coup c'est plutôt un bon point. Par contre, ils ont fait un énorme changement à la fin, c'est que à la toute fin du film, je vous avais dit, hein, c'est une série, mes rétrospectives c'est bourré de spoilers, hein, donc là, si vous êtes arrivé ici, vous n'avez pas encore vu les films, matez-les quand même avant, ce serait dommage, parce que là je vais tout vous spoiler en long, large et en travers. Mais si vous avez déjà commencé à écouter la rétrospective, j'ai certainement déjà beaucoup trop spoilé, donc c'est trop tard, vous êtes coincés. Bref, tout ça pour dire qu'à la fin, il y a eu ce choix compréhensible d'insérer dans la prélogie le personnage d'Anakin. Alors, je vous explique, à la fin du film, on a ce fameux plan où Luke voit les anciens esprits des Jedi, on a Yoda, on a Obi-Wan Kenobi évidemment, et on a son père, qui à l'époque, qui dans le film original, dans Star Wars 6, est joué par Sebastian Shaw, et donc on voyait Sebastian Shaw en Jedi, puisqu'il redevient Jedi à la fin, en choisissant de s'opposer, en choisissant de s'opposer à l'empereur, ce qui était logique. Mais comme la prélogie a été tournée après, et qu'il y a 3 films qui tournent autour de Anakin, notamment 2 très fortement avec l'acteur Hayden Christensen, il a été choisi par Lucas de mettre donc non pas l'image de Sebastian Shaw, mais plutôt de Anakin, c'est-à-dire de l'époque où il était encore un Jedi. Dans l'idée, c'est compréhensible, pour insérer la prélogie dans la nostalgie, la première trilogie dans la deuxième, la deuxième trilogie pardon dans la première, donc ça à la limite je peux comprendre, mais je trouve que pour moi c'est pas essentiel. Revoir le visage d'Anakin jeune, c'est une jolie manière de faire revenir la prélogie, mais à mon sens, c'est malgré tout une retouche. C'est difficile de regarder la prélogie avant la nostalgie en fait. J'en parlerai dans ma conclusion. Du coup, je conseille pas de regarder la nostalgie après la prélogie, hein, parce que je trouve vraiment que le choc visuel, des effets spéciaux, du rythme narratif, de tout, est trop fort. En fait, je pense que le bon sens, c'est de mater la nostalgie, puis la prélogie. Parce que les éléments narratifs et les éléments de dynamisation de l'histoire, les effets spéciaux, tout ça ont vraiment... Il y a eu un gouffre, ces 20 ans-là ont été énormes entre les années 80 et les années 2000, il y a vraiment eu un bond énorme dans les effets spéciaux de cinéma, le numérique a vraiment tout changé, donc je trouve que c'est pas très intéressant d'avoir Anakin qui arrive là, notamment... Même si on regarde, imaginons la nostalgie avant la prélogie, on va voir ce truc bizarre d'arriver ce gosse et on se dit mais d'où il vient quoi. Donc je trouve que ça marche pas très bien de penser que les gens vont regarder la nostalgie avant la prélogie avant la nostalgie. Je trouve franchement, hein, ça veut dire qu'on finit grosso modo la série sur une histoire triste, mais je trouve que la prélogie est intéressante parce qu'elle rajoute de la densité à la nostalgie. En soi, je ferai une conclusion et j'expliquerai ça dans ma conclusion sur la prélogie. Elle a plein de qualités, mais elle a aussi beaucoup de défauts et je trouve qu'elle ne tient debout réellement, globalement, que si elle apporte de la densité à la nostalgie. Bref, donc c'est vraiment un changement sur lequel auquel j'adhère pas forcément. Voilà, grosso modo, les changements forts. Alors, c'est un changement pour la petite parenthèse qui est énormément critiqué par les fans, qui estiment que c'est une erreur, que... Bon, en fait, je vais rejoindre complètement Durandal là-dessus. C'est Lucas l'auteur, donc il fait tous les changements qu'il veut. Ça, c'est une première chose. C'est son œuvre. Et je pense que ça tranche une bonne fois le débat. Par contre, et je le rejoins aussi complètement là-dessus, sur ce bémol-là, il aurait fallu, dans les différentes versions DVD et tout ça, qu'on puisse obtenir Blu-ray et autres, qu'on puisse obtenir les différentes versions du film en entier.
la version telle qu'elle est sortie en 77, les versions de 77, 80, 83, puis les versions de 97, puis les versions de 2017. Ça, c'est un truc de vrai fan. Et il pourrait choisir la version qu'il préfère regarder, qu'il préfère considérer comme la bonne version, plutôt que de sortir des nouvelles versions qui sont les versions de l'auteur, certes, c'est bien, mais l'auteur pourrait dire aussi, je comprends qu'on soit attaché au film original tel qu'il était, qu'on ait un souvenir nostalgique de ça, ou tout simplement qu'on aime le film plus comme ça, et donc je le laisse exister. Là, il y a un petit côté chez Lucas de vouloir effacer le trajet. Non, laisse-le, au contraire, c'est très intéressant. Et c'est bien de sensibiliser les gens au fait que voilà, un réalisateur n'est pas toujours content de son film terminé, même des années plus tard. Donc c'est pas du tout, comment dire, anecdotique sur les coffrets DVD Blu-ray de choisir de mettre essentiellement les dernières versions faites par l'auteur. Il faut pas les imposer, il faut les proposer au contraire. Donc là-dessus, je suis complètement d'accord avec Durandal. Je vous renvoie d'ailleurs à ses vidéos hein, sur la prélogie et la nostalgie qui sont très 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 intéressantes. Autres petits changements qui ont été faits, il y a notamment quand Han Solo est décongelé, il y a un léger travail sur la lumière qui est un peu différent. On voit un peu que comment dire, la carbonite est encore chaude, des petits effets comme ça qui sont pas essentiels mais qui sont pour le coup intéressants. On a aussi des plans à la fin où Luke retrouve Wedge, je crois que c'était son copilote dans le premier Star Wars et ils se congratulent tous les deux. Enfin voilà, des petites choses comme ça. On voit aussi la célébration sur les différents mondes qui sont dans la prélogie, que ce soit Coruscant, Naboo et autres. Donc bref, c'est pas du tout idiot et je pense que ça apporte réellement de la densité à tout l'univers de la trilogie, ce que je peux comprendre. Mais encore une fois, même si je comprends la nécessité de ces plans, je pense sincèrement qu'il vaut mieux regarder la nostalgie avant la prélogie et que ça fonctionne mieux dans ce sens-là, et qu'on découvre ensuite ce qu'est Naboo et Coruscant. Ça pousse plutôt à revoir la nostalgie en se disant « Ah bah oui, ils ont bien intégré, si on aime l'univers, ça peut être sympa. » Mais dans le sens classique, vraiment regarder Star Wars 1, 2, 3, 4, 5, 6, je pense que ça marche pas, que ça choque l'œil plus qu'autre chose. Bref, on passe de films d'un seul coup avec un rythme très, très proche de notre époque, même s'ils ont leurs défauts, même s'ils ont essayé de garder le rythme, de coller un petit peu au vocabulaire des anciens films, à des films qui sont vraiment trop anciens dans leur rythme et dans leur manière de faire, exception faite de Star Wars 5, et encore je modère parce qu'il y a encore des choses qui vont l'empouler quand même et qui vont le quand même marquer dans son époque. Je l'ai dit dans ma critique. Donc voilà un petit peu sur les changements. Pour la petite parenthèse encore de la parenthèse, puisque j'arrive au troisième film de la première trilogie. Comme par hasard, le film qui a subi le moins de changements, c'est Star Wars 5, l'Empire contre-attaque. Et comme par hasard, c'est le film qui résiste le mieux à l'épreuve du temps. Vous voyez comme quoi, hein, quand un film est réussi à son époque, ou qu'il a compris quelque chose de son époque, qu'il a marqué son temps, on a du mal à le changer, et je pense que ce serait vraiment difficile de changer des éléments dans Star Wars 5. J'en ai déjà parlé dans ma critique, je vous la remettrai dans les liens, n'hésitez pas à aller l'écouter si vous ne l'avez pas écouté. Donc, une fois qu'on a parlé un peu de ces éléments qui parlent du film, mais qui sont un petit peu des changements avant, le film en lui-même, qu'est-ce que c'est le film? Qu'est-ce que ça donne Star Wars 6? Est-ce que ça vaut encore le coup qu'on le regarde? Eh ben, la bonne idée de Richard Marquand, c'était de réintroduire les personnages. Mais malheureusement, la réalisation est un peu en dents de scie. Les effets spéciaux, c'est bien, c'est même plus cool. Et encore une fois, c'est de mieux en mieux réussi. Hein. Il y a un bond de qualité entre Star Wars 4 et Star Wars 5. Mais alors, entre Star Wars 5 et 6, c'est un peu moins flagrant. Mais les effets spéciaux sont quand même bien. Mais ils ont quand même clairement évolué. Ils sont encore très bons. Mais comme les plans, je trouve, manquent globalement de dynamisme, ça donne un effet bizarre. L'action est un peu hachée, souvent sans ampleur. Je donnerai l'exemple de la scène où Luke est balancé chez Jabba the Hutt dans une sorte de prison avec une énorme bête qui s'appelle le Rancor. Scène qui est assez impressionnante, qui fonctionne encore plutôt bien avec le Rancor qui est en animation image par image, tout ça qui est classe. Mais la scène est grosso modo peu dynamique. On voit Luke, grosso modo, lui balancer un caillou, se cacher en dessous d'un rebord, lui balancer un caillou, passer entre ses jambes. C'est pas très spectaculaire, c'est pas très intéressant, puis après il bloque la tête du Sarlacc dans une porte. Bon, peut-être qu'il y a eu trop de films qui l'ont fait depuis, hein, c'est tout à fait possible, mais je trouve que c'est une scène finalement qui manque de dynamisme et dont le découpage est pas très intéressant. Enfin voilà, c'est de la réalisation très plan par plan, c'est très, illustrative, mais je reviendrai sur ce terme plus tard. Encore une fois. Il y a aussi le combat autour du Sarlacc, comme je disais, hein, le monstre trou là, qui c'est trop haché et pas très heureux. On voit des plans, les personnages sont là, oh mon dieu, je glisse dans le trou. Vous voyez, ils le disent pas, mais on le voit comme ça. C'est des codes d'action de l'époque qui sont devenus archéologiques aujourd'hui. Ça fonctionne plus, ça manque de dynamisme, c'est un peu ridicule. Enfin voilà. Donc c'était une bonne idée d'avoir toute cette séquence qui réintroduit les enjeux entre les personnages. Je pense que ça fonctionne bien dans ce sens-là. On comprend les rapports de Han, Leia, Luke, et c'est bien, et c'est le trio de notre film, donc tant mieux. Mais l'action autour est un peu ballot.
Donc c'est un peu dommage parce qu'il y a beaucoup d'idées intéressantes sur le papier. J'aime bien notamment l'idée que Leia ait un masque. Ça renvoie, ça fait un foreshadowing à Dark Vador, au fait qu'elle fait partie de la famille Skywalker. Enfin, voilà, donc ça je trouve que c'est plutôt bien vu, ça renvoie à la vision de Luke et de son masque dans Star Wars 5 aussi, même s'il joue pas du tout sur l'ambiguïté qu'éventuellement Leia serait méchante ou gentille ou blablabla. Mais je trouve que ça joue ça joue bien, enfin voilà, ça joue bien sur ce sous-entendu que dans la famille Skywalker il y a quelque chose de lié au masque. Et j'aime bien l'idée aussi qu'on joue là-dessus, que ce soit elle qui vienne libérer Anne au départ. Pardon. J'aime bien aussi la nouvelle attitude de Jedi de Luke, il est plus classe. Et ça donne un côté vraisemblable à son évolution dans les 3 films. Dans le premier film, c'est un enfant, dans le deuxième, c'est un ado, il a du mal à se contrôler, machin. Et là, dans le troisième, il arrive dès le début dans son costume noir, comme ça, on dirait vraiment quelque chose de religieux. Il a une attitude beaucoup plus assurée. Enfin voilà, ça marche vraiment bien. Il devient un héros au fur et à mesure des 3 films, et ça, c'est une vraie réussite. L'humour de Han aussi fait bien mouche dans tout le début du film. Il est pas hilarant, mais il est juste. Je trouve que ça marche bien. Et puis on a aussi cet élément qui n'est pas une anecdote, c'est Leia qui se libère en étranglant Jabba. Alors franchement, le sous-entendu sexuel, très prononcé pour un film familial chez Jabba, est quand même assez étonnant avec sa grande langue dégueulasse, là. En plus il attire à chaque fois des meufs vers lui, court-vêtues en mode c'est vraiment dégueu. Je trouve que ça a plutôt bien vieilli, mais bon. Je me dis, waouh, dans un film familial, c'est quand même bien costaud de mettre ça. Bon, bref, il n'y a aucun sous-entendu frontaux, mais je trouve que, voilà, qu'est-ce qu'il fait? Il les mange, on n'a jamais vraiment la réponse, hein, donc voilà, c'est assez glauque. Et donc, comme je disais, Leia se libère seule en l'étranglant elle-même, donc il y a un petit côté féministe avant l'heure, que je suis obligé de modérer. Pendant longtemps, Leia, c'était le héros féminin du cinéma, hein, qui prend les choses en main, machin, il n'y en a pas eu beaucoup avant un long moment. C'est pour ça que je dis qu'il y a un petit côté féministe avant l'heure. Mais comme elle était fringuée comme dans les peintures, les dessins de Frank Frazetta, faut quand même modérer les choses. Frank Frazetta, c'est un grand dessinateur, notamment de dessins, on va dire, d'univers d'heroic fantasy façon Conan, vous voyez, avec des mecs en pec super costauds, en slibard, et des meufs toujours revêtues, hyper bombasses, grandes jambes, gros seins, vous voyez la totale, quoi. Donc voilà, elle est fringuée un peu comme ça, donc voilà, c'est féministe, mais pas tant que ça quand même, hein. Il y avait un petit côté, rincez-vous l'œil, les geeks. Et c'est pas devenu une icône geek pour rien non plus, hein. Ça n'a fait qu'aider son image, ce genre de séquence. Mais malheureusement, toutes ces bonnes idées, je trouve que ça marche pas terrible, parce que la scène est globalement molle en termes de mise en scène. Ça diminue un peu tout, c'est un peu trop... Vous voyez ce que je veux dire, c'est un peu trop scène d'action, ça manque... C'est pas mal écrit en termes de scénar, je trouve que c'est même plutôt cool qu'on voit d'abord Leia arriver, tenter une libération, ça marche pas, puis après on a Luke qui arrive, ça marche pas non plus, puis ils ont tous amené à être exécutés face à une grosse créature, c'est cool, franchement c'est des bonnes idées, et ça prend le temps, de réintroduire les personnages et leurs enjeux et tout ça, avant de s'attaquer aux gros morceaux du film, et ça c'est cool. Mais c'est la mise en scène n'est pas tendue, la mise en scène est globalement molle, ça ne vit pas très bien, ça respire pas bien, c'est balourd dans les scènes d'action, et du coup ça alourdit tout le reste. Globalement, de toute façon, la sensation de Star Wars 6, le retour du Jedi, c'est celui on dirait vraiment qu'il a plus vieilli que Star Wars 5, l'Empire contre-attaque. Il y a un manque global d'empereur. Putain, excusez-moi, j'ai le nez pris, excusez-moi. Il y a un manque global d'ampleur, oui, d'empereur, c'est marrant ça. Alors que c'est le dernier épisode, je trouve. Je vais exemplifier, je vais m'expliquer. Posez vos flingues, calmez-vous les fans. Je dirais simplement j'ai trouvé que les fonds bleus sont souvent choquants. On alterne d'excellents effets spéciaux de mecha avec des fonds bleus, on voit vraiment les personnages devant des fonds bleus, quoi. Alors, tout de suite, j'ai déjà regardé Star Wars 1, j'ai déjà rédigé ma critique sur la menace fantôme, et c'est encore le cas. Donc il y a encore des fonds bleus, tu dis, oh là là, mon Dieu. Donc, je critique, mais le film date de 83, hein, donc c'est un peu facile à dire. Mais aujourd'hui, ça choque l'œil, et ça crée de sales contrastes entre d'excellents plans de mecha en image par image. Je trouve ça très bien vieilli, avec les quadripodes là, qui sont dans la forêt, là, c'est vraiment cool. Avec ces moments, on a les acteurs sur fond bleu qui font style, ils vont tout vite et tout, et ça marche pas du tout, ça hache beaucoup la sensation visuelle, et ça nous sort du film. En tout cas, moi, ça m'a sorti du film plusieurs fois. Et puis le ton de l'action détaché, le fait que les personnages soient toujours en train un peu de rigoler, que ce soit vraiment jamais vraiment sérieux, ou très très rarement, ça enlève beaucoup d'enjeux. Les personnages ont trop l'air de prendre des risques et de vivre l'action. Et
Et ça donne un contraste très fort avec les émotions beaucoup plus exacerbées, notamment de l'Empire contre-attaque. Je comprends l'idée, hein, c'était la manière dont on faisait des films d'action à l'époque. Il fallait que ce soit pas trop... quand on visait le grand public, il fallait que ça rigole, il fallait que ce soit Indiana Jones qui fait des vannes. Hein. Il n'y avait pas d'issue. Je comprends l'idée. Mais maintenant, faut être clair, c'est une ficelle qui a fait vieillir les choses mal. On a toutes ces séquences qui sont assez étranges, avant la grande scène de fin, où on a les différents personnages, Lando notamment et Anne, qui se souhaitent bonne chance, en mode très sérieux, en mode oui, on risque de mourir et plus jamais se revoir et tout machin, qui est plutôt bien vu. Et en fait, dans l'action après, ils s'amusent, on sent pas la gravité, quoi, c'est assez étrange comme truc. Ils ont essayé par d'autres procédés, dont je parlerai après, mais au final, ça reste mou, ça décolle jamais vraiment. Alors, pour parler de choses positives aussi, parce que je suis en train de descendre le film depuis avant, les décors sont globalement superbes. La forêt d'Andor avec ses grands arbres, c'est magnifique. La ville des Ewoks aussi, c'est vraiment très très bien foutu, on y croit tout de suite. La navette de plaisance de Jabba, ça marche très bien aussi. On sent vraiment la culture des sables, le côté, le mec, la limace qui doit tout le temps rester à l'ombre, et qui est donc dans ce truc avec différents vantaux, machin. C'est assez étouffant, mais en même temps, on sent le côté princier de la chose. La salle de l'empereur aussi, qui a un décor impressionnant. Pardon, excusez-moi. Il y a vraiment énormément de décors dans le film qui sont impressionnants de vie. C'est très détaillé, c'est grand, c'est juste. C'est juste vraiment dans ce qu'il faut. C'est juste ce qu'il faut pour être vraisemblable. Et ça, c'est vraiment balèze. Hein. Les décors, franchement, à partir de Star Wars, de l'Empire contre-attaque et du 6 là, et du Retour du Jedi, c'est impressionnant, quoi. On a une suite de plans et de décors qui sont magnifiques, quoi, et qui donnent énormément de densité, de vraisemblance à l'univers, et je pense qu'une des grandes forces de Star Wars, de la nostalgie, vient de la cohérence de ça. À part Star Wars, à part le premier où c'était plus difficile, à partir de l'Empire contre-attaque, c'est incroyable, et comme l'univers a réussi à exister, c'est vraiment très beau. Je suis obligé de mettre un gros bémol, pardon, dans ce Star Wars 6, sur le fait qu'on se retrouve souvent face à des décors, je trouve, qui manquent de force émotionnelle. Dans l'Empire contre-attaque, ils avaient tout le temps une force symbolique. Et émotionnelle. C'était la fameuse salle de la carbonite, par exemple. J'en ai assez parlé dans ma critique, avec ce fond rouge qui sous-entend que quelque chose de grave va se passer, cette lumière rouge qui vient par en dessous des personnages, ce côté noir, obscur comme ça, qui parle vraiment d'un moment sombre pour toute la trilogie, pour les personnages. Ça fonctionne très très bien émotionnellement. On sait tout de suite quand on est dans cette pièce que quelque chose de grave va se produire. Et ça, c'est vraiment cool. Et ben on ressent pas ça dans Star Wars 6. C'est des décors symboliques, mais émotionnellement, ils sont juste froids. C'est des décors qui sont vraisemblables pour ce que les personnages vivent, mais c'est pas des décors qui apportent du sens plus que ça. Et si, en termes de symboles, mais qui apportent de l'émotion, non, pas tant que ça. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une distinction forte. On doit, en fait, au cinéma, je pense, et c'est, encore une fois, je vais faire mon Asie, hein, on doit faire comme si... Non, je veux dire, il me semble qu'un décor, ça doit être symbolique et intellectuel, mais ça doit être aussi émotionnel. Et je trouve que Richard Marquand n'a pas réussi, alors moi je dis Richard Marquand, mais en fait c'est probablement George Lucas, n'a pas réussi à rendre ces décors autre chose que des décors symboliques. Émotionnellement parlant, ça parle pas beaucoup. Je viens de vous parler de la carbonite, vous comprenez l'idée. Et là dans Star Wars 6, on a énormément de grands décors. La grande salle de l'Empereur dans l'Étoile de la Mort, c'est une belle idée, mais je trouve c'est une pièce, une jolie pièce de leur univers, voilà. Elle apporte pas plus que ça. Le fait que par exemple Vador balance l'empereur directement sur le réacteur, c'est intéressant, c'est une belle idée, mais la pièce n'est pas pensée pour donner des enjeux émotionnels, je trouve, au plan. C'est trop du Luke et Vador se baladent, ils se battent. Vous voyez ce que je veux dire à comparer dans l'Empire contre-attaque, ils passent par des endroits, mais ça a à chaque fois une valeur. C'est quasiment toujours, il y a toujours une valeur symbolique, la salle de la carbonite, et puis petit à petit ils se battent, ils sortent de cette pièce, et ils vont tout doucement vers ce fameux gouffre, qui est un gouffre émotionnel pour Luke, un moment aussi de chute vertigineuse pour le spectateur à l'époque, qui découvre que Dark Vador est le père de Luke. Enfin, vous voyez, c'est ça, jouer sur la symbolique et les émotions du personnage, faire se rejoindre. Le personnage va sombrer dans un gouffre émotionnel, et en dessous de lui, il y a un gouffre. Donc vous voyez, c'est tout con, mais ça, c'est des liaisons qui créent un lien fort entre émotion et symbole. Et il faut les deux pour qu'un décor fonctionne complètement. Là, vous avez des décors magnifiques dans le 6, dans le Retour du Jedi, mais malheureusement, les émotions ne suivent pas. Même pour des scènes émotionnellement fortes. Au final, la mise en scène de Lucas et de Marquand, je trouve qu'elle c'est la mise en scène de Lucas, c'est très illustratif. Heureusement, il y a des décors, des costumes, des acteurs, des effets spéciaux qui sont vraiment très bien. La bataille spatiale est notamment impressionnante.
Et puis l'imagination de Lucas et des équipes créatives combinées, bah, ça crée cet univers, on y croit complètement, et c'est vraiment cool. Heureusement qu'il y a tout ça, parce qu'en parallèle, la mise en scène et le scénario se contentent souvent de se promener dans les décors. Ça manque de signifiants. Il y a beaucoup, enfin, excusez-moi, je me suis trompé, il y a beaucoup de signifiants, mais il y a peu d'émotions par la mise en scène. Et je trouve que la meilleure preuve de ça, c'est dans le rythme du film. C'est la séparation quasi toujours nette entre l'action et les dialogues. Il y a vraiment une sensation dans Star Wars 6 que les dialogues et l'action sont séparés, systématiquement. Ça a vraiment du mal à faire parler pendant l'action. Et quand les personnages parlent pendant l'action, ils font du descriptif. C'est le fameux Lando et toutes les équipes de vol qui sont en train de faire leur bataille spatiale entre les rebelles et l'Empire. Tout est très informatif, très militaire. Alors l'idée est intéressante et c'était déjà bien exploité dans Star Wars 4, donc c'est difficile de critiquer ça en disant ça fonctionne pas, mais je trouve que c'est trop froid, c'est trop, comment dire, de l'illustration d'action plutôt que de l'intégration de l'intrigue dans l'action. Voilà. Alors les séquences sont plutôt bien rythmées, heureusement, hein. Globalement le film ne traîne pas trop, je pense que ça passe plutôt bien. Je l'ai trouvé un peu longué, encore une fois, parce qu'il y a vraiment un manque d'implication, mais l'histoire est racontée avec une relative efficacité, hein. Ça, moi, je peux pas nier que Star Wars 4, 5, 6, ça se regarde, ça glisse plus ou moins, ça va encore. Ça sait prendre son temps pour faire monter notamment l'attente du spectateur de manière très intelligente, c'est de la bonne gestion scénaristique. L'exemple, c'est la libération de Han Solo, qui prend son temps avec la première tentative de Leia. Le réalisateur sait que le scénariste sait que le spectateur attend la suite de l'histoire et la conclusion de l'histoire entre Luke et Dark Vador. C'est ça qui travaille le plus les spectateurs, découvrir qui est l'empereur et ce genre de choses et tout. Mais il faut, grosso modo, pas l'emmener trop vite, il faut faire monter l'attente de l'aventure. Donc t'as Leia qui d'abord essaye avec Chewie de libérer Han, ils y arrivent pas. Ensuite t'as Luke, il y arrive, ils y arrivent pas. Ensuite ils doivent se battre pour essayer de s'enfuir et tout ça. Donc vous voyez, c'est cohérent, ça fait bien monter la sauce. Puis ensuite on a la mort de Yoda qui conclut bien grosso modo les intrigues de l'Empire contre-attaque. Puis on a un dialogue avec Luke qui est bien foutu avec Obi-Wan, où il pose les questions qu'on pense tout de suite, dès l'Empire contre-attaque a posé à Obi-Wan, c'est-à-dire pourquoi tu m'as pas dit que Dark Vador était mon père. Obi-Wan qui lui répond oui, mais je te l'ai dit, mais plus ou moins. Puis t'as lui qui dit non, mais attends, plus ou moins, tu déconnes. Enfin voilà, des réactions qui sont tout à fait logiques, un fil émotionnel qui est cohérent, et donc ça fait bien monter la tension en quelque sorte, ou l'intensité du film et de l'histoire. Donc c'est bien foutu, mais ça manque de lien dans la mise en scène. C'est vraiment action-dialogue, action-dialogue. Il n'y a pas de lien, il n'y a même pas une tentative réelle de les lier les uns aux autres, mis à part ce dialogue un peu militaire de la fin, mais qui pour moi est du dialogue illustratif, donc qui n'est toujours pas lié aux émotions fortes des personnages. L'attaque sur Andorre avec le passage chez les Ewoks, qui crée de nouveau de l'attente avant la bataille finale spatiale et la bataille entre Luke et Vador, c'est bien joué, c'est bien vu. Moi je suis pour que c'est un bon setup payoff dans le principe, avec un vrai soin du rythme, mais ça reste, encore une fois, du dialogue, c'est découpé toujours de la même manière, dialogue, action, dialogue, action, dialogue, action, il a vraiment du mal, Lucas, et Marquand n'a pas réussi à modérer ça, à transformer ça, ou peut-être que c'était son style de réalisation aussi, tout simplement, mais on a du mal à avoir une vraie tension du genre, la narration est emportée par une vraie continuité des émotions dans l'action, entre les dialogues et l'action. Alors, ce qui ajoute pour moi de la lourdeur aussi à Star Wars, le retour du Jedi, et fait que je suis aussi dur avec ce film, c'est que c'est aussi un film pour enfants. Alors il y a différentes raisons qui me font dire ça. La première, c'est que l'introduction des Ewoks dans le film permet un discours important pour Lucas, puisque pour Lucas, c'est très important, et ça va être encore présent dans la prélogie aussi, que même le plus petit, le plus insignifiant en quelque sorte, peut faire la différence, peut faire des choses très importantes. Et là-dessus, au final, c'est l'intervention des Ewoks qui permet à Han Solo et à Leia de détruire le fameux champ de bouclier de l'étoile et de permettre, grosso modo, la fin de l'Empire et la destruction de l'étoile de la mort. Donc, l'importance des Ewoks dans l'histoire est claire et nette. Ils les rencontrent, ils ont l'air insignifiants, même eux, ils sont assez désobligeants avec eux en disant que voilà, ils n'ont pas besoin d'être inquiets d'eux, machin, même s'ils sont à deux doigts de passer au barbecue, je reviendrai là-dessus après. Mais ils sont déterminants dans l'histoire. La mort de l'empereur en comparaison est presque anecdotique. Finalement, l'empereur est très peu présent dans la nostalgie. Il arrive essentiellement dans ce film-là. Il essaie de piéger Luke, ça marche pas et il se fait tuer. Donc c'est assez direct. Il est très peu présent.
Alors c'est une jolie idée. Encore une fois, l'idée des Ewoks, le fait que ce soit que même le plus petit puisse changer les choses et être très important à un moment donné, même le plus insignifiant des êtres, un peu comme dans le Seigneur des Anneaux avec les Hobbits et tout ça. Donc pourquoi pas. Mais je trouve que c'est pas forcément crédible à l'écran. Il y a quelque chose de volontairement naïf qui est introduit dans la saga, dans cet épisode, qui est assumé, hein. Mais je trouve c'est naïf et je peux avoir du respect pour ça, mais je trouve que c'est mal foutu, je trouve que c'est beaucoup trop naïf en termes de mise en scène et de scénario. Par exemple, je donne un exemple tout précis, c'est-à-dire que Anne et Luke se laissent embarquer sur un feu par des créatures qui sont soi-disant inoffensives, il le dit juste avant, alors que le temps presse et que l'attaque sur l'étoile de la mort doit avoir lieu le plus vite possible. Vous voyez, il y a tout un côté nonchalant chez les personnages dans ces séquences-là, où ils sont attrapés par les Ewoks et tout, tu dis mais non, ils ont une mission hyper importante à faire, ils peuvent pas traîner là, enfin il y a quelque chose là que je trouve assez cucu, voire même un peu con. Alors, ça permet de donner à ces 3 PO une vraie importance au final, donc je comprends l'idée aussi, c'était important de justifier le fait d'avoir suivi ces 3 PO dans la nostalgie, et d'expliquer pourquoi il était important dans le 4 et dans le 5, et pourquoi on le suivait en temps. C'est lui notamment qui traduit pour les Ewoks ce que Luke et les autres sont et veulent faire, et ça permet de les introduire dans la bataille finale, où ils sont décisifs, donc c'est cohérent. Je dis pas que c'est pas cohérent en termes de scénar, mais je trouve que c'est naïf dans le terme de mise en scène. On n'arrive pas à croire que les Ewoks arrivent à attaquer les troupes impériales et leur faire des dégâts. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça que je trouve. C'est le côté « Ah, je me fais tomber dessus par 4 gnomes, ah, je suis perdu !» Vous voyez, c'est 4 nounours, donc c'est très très difficile je trouve, à prendre comme crédible, et ça enlève beaucoup au final de vraisemblance à cette histoire du retour du Jedi. Et c'est pas pour rien que dans la mise en scène, les Ewoks se soient loin, techniquement, de Luke et de Vador, parce que je pense que ça aurait enlevé énormément d'intensité s'ils avaient été présents, s'ils avaient rappelé ce côté enfantin dans le moment particulièrement dur que doit vivre Luke, donc se sacrifier pour réveiller grosso modo son père. La deuxième raison de la présence des Ewoks, elle est malheureusement beaucoup moins noble et beaucoup moins artistique. C'est que le merchandising a rendu George Lucas multimillionnaire depuis Star Wars 4, hein, avec les jouets et tout, et du coup, c'est dit très ouvertement par Gary Kurtz, qui était producteur jusque-là et qui a été viré par Lucas parce qu'il a dit ça, c'est que Lucas voulait sauver tout son casting pour favoriser la vente de jouets. Et s'il tuait des personnages, au départ, dans les premiers scénarios, je crois que le Han Solo devait mourir, c'était d'ailleurs un désir de Harrison Ford, et c'est Lucas qui a dit non, ça ne va pas arriver, parce que voilà, merchandising et tout ça. Donc ça veut pas dire que ça marche mal à la fin, et que c'est pas cool d'avoir les personnages vivants à la fin, et que c'était pas une jolie histoire Star Wars sans ça, mais c'est Kurtz qui dit que vraiment le film a perdu en force parce que c'était le jackpot du merchandising de Star Wars pour George Lucas, et que c'était une mauvaise raison de le faire. Mais du coup, artistiquement, moi à la limite je critique pas ça, les films aussi c'est des machines à fric. Bon, je pourrais critiquer le fait qu'il faut le faire avec un peu de décence, et Lucas a un peu abusé sur la question, c'est clair et net, et on le verra encore dans la prélogie, mais au final je peux comprendre qu'on cherche à avoir le jackpot au niveau du merchandising, parce que voilà, Star Wars, c'était aussi une énorme manne financière. Lucas voulait garder une indépendance au niveau de l'histoire, et ça lui a permis de faire une des histoires à l'époque les plus marquantes de l'histoire du cinéma au niveau grand public. Donc il faut aussi respecter ça, c'est aussi une question d'argent à un moment donné, donc je le respecte aussi. Mais c'est clair que ça a rendu aussi, pour ma petite critique sur le point de vue artistique, ça a rendu la conclusion peut-être plus naïve que nécessaire. On a notamment la musique de fin qui a été changée par Lucas lui-même, j'avais oublié de le dire dans les changements notamment, entre la version de 83 et la version de 97 ou de 2004, ils ont changé la musique de fin, notamment parce qu'ils ont rajouté des plans et tout, et au départ la musique était très 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 naïve, très enfantine, ça visait clairement un public familial enfantin, et du coup c'était... Je trouve que ça avait très mal vieilli, et même maintenant encore, quand on regarde la fin, toute la fin avec les Ewoks, la fête dans leur village, ouais, ça reste quand même très 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 cucu, et c'est pas pour rien que entre temps Lucas s'est fait rajouter entre le tournage je crois et le montage, il avait fait rajouter la scène où on voit Luke brûler le corps de Dark Vador, de son père et tout ça, qui est une mise à l'honneur de lui, qu'il a fait rajouter la scène avec les spectres où on voit les différents spectres des Jedi, pour rappeler que c'était une histoire sérieuse quand même, parce que sinon on avait juste cette fin, on les voit faire la fête avec les Ewoks et c'est fini quoi, et ça a enlevé beaucoup de densité, et c'est pas pour rien qu'il a encore rajouté
rajouter les plans sur Coruscant, Naboo, sur toutes les fêtes dans le monde entier, quand dans l'univers entier, quand l'Empire sombre, l'Empire tombe, parce que voilà, c'était très important dans la prélogie aussi, mais c'était aussi important en termes de contexte, de rappeler que ça dépasse largement cette petite planète et ce qui s'est passé là. Donc lui-même, je pense, s'est rendu compte qu'il avait beaucoup dégonflé l'ampleur du retour du Jedi en donnant autant d'importance aux Ewoks, en leur donnant autant de place finalement au merchandising. Je dirais un autre point que je trouve plutôt réussi, c'est la conclusion d'histoire entre Luke et Vador, que je trouve tout de même réussi. La mise en scène est encore une fois plutôt random. Je trouve la mort de l'empereur, notamment le dernier plan sur l'empereur où il est jeté dans le trou, là, il y a un côté bip bip et le coyote, enfin, je trouve que ça marche pas des masses. L'indécision chez Vador aussi, qui est jouée par je tourne la tête, c'est plus un ressort de comédie, quoi. C'est assez grossier en termes de mise en scène. Il regarde l'empereur, il regarde son fils, il regarde l'empereur, vous voyez. Tu dis non mais attends, avec son casque en plus, ça donne un côté assez goofy. Bon bref, ça aurait pu être amené par des choses beaucoup plus subtiles. Donc voilà, c'est vraiment la mise en scène illustrative de Lucas, pour moi avec un grand I, quoi. Alors c'est Richard Marquand qui a réalisé celui-là, bon c'est peut-être lui qui a fait ce choix-là, mais honnêtement je trouve ça assez lourdingue. Par contre, à modérer, le duel entre Luke et Vador est vraiment sympa. Le plan où Luke, notamment, s'acharne sur la main qu'il tranche comme ça, avec aussi une lumière qui le rend assez terrible, qui tranche la main, là, je trouve que c'est une scène assez forte. L'empereur aussi, dans la séquence plus tard, qui est assez horrible et machiavélique sous sa cape, je trouve que ça fonctionne encore très bien, il est vraiment dégueulasse. Il y a un côté comme ça, le mal incarné, qui est vraiment très cool, stéréotypique, hein, puisque la série Star Wars fonctionne vraiment sur des stéréotypes. Hein. Il faudra m'expliquer en quoi... notamment l'empereur, pourquoi l'empereur veut le pouvoir? Parce qu'il veut le pouvoir. Oui, mais il fait quoi de sa vie? Il veut juste le pouvoir? Oui, il veut le pouvoir. Il kiffe le pouvoir, c'est tout, ok. D'accord, il faut quand même d'autres motivations pour monter une dictature que de dire, bon écoute, j'aime le pouvoir, donc voilà, c'est bien. Donc vous voyez ce que je veux dire, c'est vraiment des archétypes en même temps, donc faut le prendre comme pour ce que c'est. Mais en termes de mise en scène et d'image, il y a de très belles images là sur l'empereur qui est assez horrible et machiavélique, je trouve que ça marche assez bien. C'est une belle fin, de facto, en termes de scénario, le sacrifice du fils, qui ramène le père vers la lumière, et Vador qui se démasque, qui démasqué, devient... apparaît comme un vieil homme usé. Je trouve que c'est fort et juste. J'aime bien cette image de montrer le visage d'un vieil homme derrière ce masque qui voudrait lui donner quelque chose de monolithique, et d'un seul coup on voit un homme vieux, usé. Je trouve que c'est une belle image, un beau symbole des conséquences des choix et des actes d'une vie, qui deviennent visuellement présents. Et c'est réaliste, je trouve ça vraisemblable, on a tous les marques sur notre corps, sur notre visage, de ce qu'on a fait, de ce qu'on a dit, de ce qu'on a été. C'est simple et beau, et je trouve que c'est une belle idée de mise en scène, une belle idée de réaction. Je fais une petite parenthèse sur une série de vidéos qui existe sur YouTube qui s'appelle Le Coroner du cinéma, qui est très intéressante, et qui a fait une vidéo notamment sur Dark Vador, et le fait que démasquer démasquer Dark Vador était selon lui enlever beaucoup de mythes et de force symbolique, et il aurait préféré que le masque soit resté sur le personnage. Moi je trouve qu'en termes c'est vraiment sous-estimer le fait que je trouve que les vidéos du coroner sont très intéressantes. Hein. D'ailleurs, regardez celle-là, elle est très intéressante aussi. Je la mettrai sur Facebook. Mais grosso modo, ce que je trouve que c'est vraiment sous-estimer l'importance du trajet que Lucas voulait donner au personnage de Dark Vador, et nier toute l'importance de la prélogie, en termes émotionnels et tout, en termes de densité du personnage, en termes de vraisemblance aussi, comment Lucas en fait ne voulait pas... Il a voulu garder l'empereur dans un archétype, et il le fera tout au long de la série, même dans la prélogie, mais par contre, il voulait faire sortir justement Dark Vador de cette caricature de monstre de cinéma monolithique, et de le faire passer justement au cap de c'était un être humain avant, il n'était pas un monstre dès le départ, et ça c'est très intéressant, et on aura rarement vu, quoi qu'il arrive, une série de 6 films qui développent un personnage autant. Et ça, pour le coup, c'est très intéressant, c'est très humain, et ça aurait été dommage de le monolithiser, tel que beaucoup de fans voudraient le faire. Je reviendrai à l'occasion, si je fais une critique de Rogue One, si j'ai le temps, si je vous fais la critique de Rogue One, je parlerai de ça. Et donc, au final, ce Star Wars 6, qu'est-ce que ça vaut? Qu'est-ce que ça vaut avec le temps qui a passé? Conclusion. Star Wars, le retour du Jedi, est un film plutôt sympathique et naïf. C'est une conclusion sympathique et naïve. Le film est trop rarement inspiré, surtout en comparaison avec l'Empire contre-attaque. Globalement, il y a 2 choses qui, pour moi, tuent vraiment le film, qui l'enlèvent vraiment de la qualité. C'est la séparation trop forte dans la mise en scène entre l'action et les dialogues. C'est trop visible. La mise en scène manque globalement de liant dynamique. Je vous renvoie à cette idée toute bête, mais dans Star Wars, l'Empire contre-attaque, on a littéralement...
excusez-moi, Lando Calrissian, Luc et Anne et Léa, pardon, qui font du walking talking. C'est la fameuse technique qu'a inventé mon copain, j'ai oublié son nom, à la Maison Blanche de West Wing. Ah, maintenant ça me revient plus le nom de l'auteur. Cette idée de mise en scène, John Wells en termes de mise en scène, ils se sont demandé comment faire une série sur la politique pour que ce soit pas chiant. J'en parlais notamment dans ma critique du film avec Jessica Chastain, dont j'oublie le titre, où elle anime des tables de jeu. Ah zut, je vous mettrai la critique en lien aussi. Je parlais un peu plus longuement du walking talking. L'idée, c'était de faire parler des politiciens en les faisant marcher. Sinon, ça allait être chiant à suivre, et en faisant du steadicam. Et là, exactement la même chose. Non, pas exactement, mais on voit le même principe, où on voit Lando expliquer à Anne et à Léa, en traversant plein de décors et de couloirs, les enjeux politiques de sa ville, et de comment il a fait pour garder l'Empire à distance, et tout ça. Donc c'est de la politique, mais c'est dynamisé par la narration. On n'a pas cette intelligence-là, tout simplement, dans Star Wars, le retour du Jedi, et ça rend le film un peu plan-plan. En plus, autre élément que je trouve qui font vraiment du mal au film, c'est que les personnages ont l'air trop détachés, trop souvent de ce qui leur arrive. Je sais que c'est un style de l'époque, comme je le disais avant. C'était une époque peut-être plus insouciante, j'en sais rien, hein. Quoique on était en pleine guerre froide, mais bon, voilà. Mais aujourd'hui, je trouve que ça enlève, avec le regard d'aujourd'hui, et c'est ça que j'essaie de vous dire, est-ce qu'en 2019, ça c'est regardable dans le bon sens du terme, ou est-ce que ça a pris un coup dans l'aile? Et ben là, ça a pris un coup dans l'aile, parce que ça enlève beaucoup de tension, je trouve même que ça l'annule. L'attaque de Lando sur l'étoile de la mort, il y a beaucoup de morts, et finalement il y a très peu d'émotions dans les voix des personnages. On a un côté comme ça, bon écoutez, c'est une émission militaire, c'est tout. Non, ça a beaucoup plus de symboles, beaucoup plus de force que ça. Je peux entendre que les militaires soient maîtrisés, mais en termes de cinéma, ça donne un côté froid, un côté hors de l'action, qui est, je trouve, vraiment, qui pénalise énormément l'attaque de Lando sur l'étoile de la mort, qui est jolie en termes d'image, en termes d'effets spéciaux, en termes de... Ça a bien vieilli, hein, globalement, c'est vraiment sympa, mais ils ont l'air trop détachés, ils ont l'air trop loin, ça a l'air trop amusant pour être quelque chose d'important. Et ça, pour moi, c'est un vrai problème dans ce film, ça enlève beaucoup de densité. Surtout que, quand ils essaient de mettre de la densité dans cette action, dans les fameux dialogues entre Anne et Lando, qui se souhaitent bonne chance en pensant qu'ils vont mourir chacun avec des attaques suicides, et ben ils sont trop modérés, trop drôles, trop légers, encore une fois, pour que ce soit présent. Il faut à un moment donné accepter qu'il y a de la gravité dans ces séquences-là. Évidemment, je vais donner des films qui datent de bien après, mais dans Le Seigneur des Anneaux, par exemple, assumer la gravité de son histoire, ce n'est pas du tout faire fuir le public familial, bien au contraire, c'est des choses malheureusement qu'on a compris après. Mais à l'époque, visiblement, Lucas n'y croyait pas. Viser le public familial, et ça pouvait pas devenir sérieux. Et ben maintenant, c'est un vrai problème, ça enlève énormément de sérieux, et le contraste par rapport à ce que Luke vit en parallèle est trop grand. Il y a une sorte de, je trouve, de trou qui arrive pas à se lier, sans compter si on rajoute en plus les effets enfantins dedans, les Ewoks et ainsi de suite, et tout cet univers que Lucas voulait léger et familial, et qui va encore plus donner une sensation de film, d'entertainment qui est supposé être lisse, mais non, on est au bout d'une saga de 3 films, une trilogie, et il aurait fallu que ce soit assumé jusqu'au bout. Ça fait beaucoup de mal, je trouve, au Retour du Jedi, qui est un film assez inodore à regarder, malheureusement. C'est un film d'aventure réussi malgré tout, hein, parce que le film prend le temps de visiter l'univers, de laisser l'univers exister, et ça fonctionne très très bien. Malheureusement, je trouve qu'il en devient presque complaisant et paresseux dans la mise en scène. On y reviendra dans la prélogie probablement, mais Lucas voulait au départ confier la réalisation de Star Wars 6 à Spielberg, et c'est dommage, j'aurais beaucoup aimé voir Steven Spielberg mettre en scène un film comme celui-là, pour voir un peu ce que ça aurait pu donner en termes d'intensité. Je pense que ça aurait été autre chose. La petite surprise pour moi, par contre, dans ce film-là, c'est que, même si j'aime pas le côté enfantin chez Lucas, l'enfance chez Lucas, c'est forcément très naïf et pas très drôle. Il y a beaucoup de gags et de slapstick, etc. Ça va devenir encore plus lourd dans la menace fantôme avec Jar Jar Binks, je reviendrai dessus à l'occasion. C'est sans finesse l'enfance chez Lucas, vraiment. Voilà, chez Lucas, l'enfance c'est 4 ou 5 ans, plus un voyage et des créatures sorties de dessins d'enfants, plus les Ewoks pour le merchandising, donc les nounours littéralement à l'écran. Je comprends son discours, le merchandising, ça fait aussi partie de la capacité à produire un film de cette ampleur-là, je comprends tout à fait. Mais par contre, j'aime bien aussi l'idée, franchement, en contraste, j'aime bien l'idée du le plus petit, le plus insignifiant peut tout changer. C'est naïf, mais c'est beau, et je peux y croire. Ça met c'est mis en scène de manière lourde, mais je peux adhérer à l'idée. Alors,
encore une fois, Lucas a un petit côté un petit peu trop merchandising, voire même, peut-être que Lucas, hashtag Lucas est moins pédophile que prévu, mais il a... Je pense pas qu'il était au départ complètement branché sur cette histoire de merchandising, il y avait quelque chose du sens qui lui plaisait beaucoup, mais il a poussé le bouchon un peu trop loin, je pense, ajouté en plus au relatif détachement des personnages face à ce qui leur arrive, enfance plus côté détaché, ça donne un côté vraiment un peu lointain aux impacts du film. Je voudrais faire quand même aussi ici une première conclusion de la trilogie, de la première trilogie, puisqu'on y est, on va se le permettre. J'ai envie de dire que rien que pour Star Wars l'Empire contre-attaque, ça vaut encore le coup de revoir la trilogie. Le 4 et le 6 ne sont pas insupportables. Un Nouvel Espoir ou Le Retour du Jedi, c'est des films qui se regardent. Ils ont des défauts de mise en scène, ils sont un peu froids, ils sont un peu cliniques. Ils ont souvent des effets rustines dans leur mise en scène qui sont visibles. C'est des plans pour faire liaison, pour que... plutôt que de faire des plans, on va dire, émotionnels et dynamiques, il y a essentiellement des plans de liaison, et c'est dommage. Mais les scénarios sont bien construits et denses, à défaut d'être complexes, vraiment. Et puis surtout, l'Empire contre-attaque est toujours très beau et très fort par moments. Il y a vraiment d'excellents moments dans ce film, avec des images très belles. Je vous renvoie à ce que je vous disais sur le visage de Leia, notamment devant la carbonite où est enfermée Anne, qui est vraiment très beau avec cette lumière rouge qui vient par-dessous, là, magnifique. Vador dans sa chambre aussi, avec le détail sur son crâne qui est brûlé, tout ça, c'est vraiment cool. Ça fonctionne très très bien, c'est bourré de très bons moments. Alors oui, clairement, la nostalgie a vieilli. Les rustines techniques ou narratives, même si globalement elles ont été plutôt bien faites, elles peuvent pas contrecarrer une mise en scène qui est trop académique, voire brouillonne par moments, dans le 4 et le 6, c'est clair. Je pense que perso, il vaut mieux privilégier le visionnage pour pouvoir apprécier la nostalgie, comme je le disais avant, de faire 4, 5, 6, puis 1, 2, 3. Les évolutions techniques créent vraiment un gouffre indépassable entre les deux trilogies, je trouve. C'est juste pas possible. Star Wars, c'est aussi un excellent exemple technique qu'on peut pas sauver une mise en scène en termes de science-fiction. C'est comme ça. Le 4 et le 6 sont exceptionnels techniquement pour l'époque, même encore aujourd'hui, mais la mise en scène est ampoulée, elle est académique, elle est de son époque. Et comme je disais, avec les plans rustines, avec les fonds bleus qui sont flagrants, avec... enfin voilà, tout ça. Et ça disqualifie un peu ces films comme recevables, comme bons films aujourd'hui. C'est difficile, franchement, le 4 et le 6, c'est pas terrible, quoi. Il y a vraiment des moments où ça te sort de l'histoire. Par contre, rien que pour l'Empire contre-attaque au milieu, et grâce à lui, j'ai envie de dire, c'est une histoire qui a été copiée 1000 fois, et à juste titre, et la trilogie vaut... encore une fois, le détour. Oui, on peut encore regarder cette trilogie parce qu'au milieu, il y a l'Empire contre-attaque qui vient exacerber les émotions, faire vivre de grands moments, rendre mythique réellement le personnage de Dark Vador. Bref, pour toutes ces raisons, je conseille toujours cette nostalgie, elle est encore regardable, et je suis bien content de l'avoir regardée et d'avoir fini cette première critique de la première partie, et on va enchaîner tout de suite cette semaine. Ouais, il va y avoir un côté Black Friday, je vais vous en envoyer de la critique ces 2 semaines qui viennent, parce que j'aimerais vraiment finir la critique des 2 trilogies avant la sortie de Star Wars 9, et si possible avoir critiqué le 7 et le 8 aussi avant la sortie de Star Wars 9, donc on est déjà au bout de la première trilogie. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à critiquer, à me dire ce que vous en avez pensé, surtout les fans, si vous connaissez des choses plus pointues, des vidéos qui ont parlé de choses dont j'ai oublié de parler, ce sera très intéressant, ça pourra alimenter ma réflexion d'ici à mes critiques aussi du reste de la saga. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute, je vois que ça plaît et que vous suivez. Bientôt, je vous fais la trilogie avec le cas Lucas, l'illustrateur pour enfants qui se copie lui-même. Hein, je spoil déjà ma critique. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute, n'hésitez pas à tweeter, Instagrammer, Facebooker, ainsi de suite. On va accélérer, vous en envoyer plein cette semaine. Encore une fois, des podcasts, il y en aura sur la Star Wars et sur d'autres films, je pense. Et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode d'Acho. Merci beaucoup. N'hésitez pas à lâcher des commentaires, c'est ce qui m'intéresse le plus, évidemment. Salut les amis, et à bientôt. Ciao, ciao. Abonne-toi, un mec qui parle trop. Like, partage, mais surtout mets des commentaires. Et si tu likes, j'arrête de compter.